On est de retour pour les critiques cinéma. Vous voyez que je suis encore dans un nouveau décor, eh bien ça sera comme ça maintenant. Salut tout le monde, c'est Lizofy et on est reparti pour quelques critiques cinéma du mois d'octobre et de novembre puisque du coup j'ai loupé un des mois. Je crois que même septembre en fait j'ai loupé. Bref, vous aurez compris que c'est encore à cause d'un déménagement que c'est arrivé, mais c'est pas grave, on va reprendre de pied ferme et du coup cette fois-ci je ne suis même pas sûr que j'ai réussi à tenir mon quota de 4 films par mois parce que du coup j'ai vu une série entre temps et j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous en parle tout à l'heure de toute façon. Mais du coup, on est parti pour la review des films que j'ai vus durant ces mois-ci. En premier, j'ai vu The Awesome Adventure of Captain Spirit. Oui, je pense que je vais mettre du coup les jeux vidéo narratifs dans la catégorie des films ou les séries que j'ai vus. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le principe, c'est que c'est un gros crossover entre les deux. C'est que c'est un mélange du jeu vidéo et du cinéma. Et Awesome Adventure of Captain Spirit, c'est vraiment pas très bien. Hein. Le problème, c'est que c'est à la fois un mauvais jeu et c'est à la fois une histoire pas très ouf. Un mauvais jeu parce que, c'est un jeu que je considère mauvais parce que, on vous fait chercher en permanence des choses à faire, alors qu'en fait, le jeu n'a rien à nous offrir. Et c'est une mauvaise histoire parce que, en fait, ce personnage du gamin, on aurait peut-être de l'affection pour lui si on l'avait suivi des jours et des jours dans d'autres épisodes, dans d'autres épisodes de jeux vidéo, mais en fait là ça ne marche pas. Son aventure avec son père qui le bat, c'est triste, hein, mais malheureusement ça nous accroche pas assez. Et puis c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu un milliard de fois, donc c'est pas si ouf. C'est une intro à Life is Strange saison 2, peut-être que Life is Strange saison 2 me plaira, on verra ça. On enchaîne avec Le Voyage du Docteur Dolittle, le dernier avec Robert Downey Jr. Bon, je suis pas un fan de l'acteur, hein, je vais pas vous le cacher. Le film était, disons, sympathique. Je pense que si j'avais été plus jeune, il m'aurait encore plus plu, mais il y a quand même des blagues qui tournent autour du caca, du pipi et du prout-prout, et j'avoue que c'est très rigolo pour un enfant, mais pas trop pour moi. L'histoire est assez banale, les acteurs, à part Robert Downey Jr. qui fait un petit peu de son mieux, les autres ne sont pas si dingues, hein, surtout des enfants. C'est compliqué d'avoir des enfants qui sont très bons, mais ils ont le mérite au moins d'être assez sympathiques pour qu'un enfant s'identifie à eux. Du coup, pourquoi pas, mais j'avoue que c'est pas un film qui m'a beaucoup accroché parce qu'il est beaucoup trop simple, beaucoup trop héros-vu, et du coup c'est pour ça que je ne le conseillerais pas vraiment. Et ensuite du coup Breaking Bad et El Camino, donc tout l'univers Breaking Bad, enfin non pas tout puisqu'il y a Better Call Saul derrière, on m'a appris. Je vais pas trop en parler ici, globalement j'ai trouvé que c'était vraiment excellent, j'ai compris les critiques qu'il y a autour de cette série, donc je vous laisse aller voir ma vidéo concernant Breaking Bad que j'ai fait sur le sujet. Peut-être qu'elle sort avant ou après cette vidéo, mais sachez que du coup il y a une vidéo que j'ai fait sur Breaking Bad entier, puisque j'ai passé environ un mois et une semaine à ne faire que regarder que ça, ce qui est, je trouve, horrible à faire parce que le problème des séries c'est que ça vous accroche et du coup ça ne vous laisse aucune place pour regarder autre chose, et ça c'est vraiment ce qui m'a gêné, mais j'en parle un peu plus dans ma vidéo. On enchaîne avec Hôtel Transylvanie 1 et 2. Quand même, c'est pas si mal, notamment il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ces films, c'est que ça a un aspect très cartoon. C'est de la 3D, mais avec une animation, une manière de créer des grimaces autour des personnages, etc., qui font très Looney Tunes, qui font très, ce genre de personnage très foufou, très dingue, et c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette série. Enfin, dans ce film, dans ces deux films. J'ai pas regardé la série. Donc moi, je conseillerais plutôt, c'est assez drôle, c'est sympathique, on a des personnages très attachants, très stéréotypés, et c'est ça qui du coup fonctionne, donc je conseillerais. C'est pas les films les plus exceptionnels en termes de films d'animation, mais ils ont le mérite d'être un petit peu drôles et surtout d'accrocher avec des personnages très cool. Ensuite j'ai vu En Avant. Oh la tristesse quoi. Alors c'est loin d'être un mauvais film, hein, mais c'est quand même vachement vide. En fait, on vous présente un film qui potentiellement peut montrer de la magie, peut montrer un univers fantastique, etc. Et du coup, on vous dit mais c'est cet univers, mais dans le monde de nos jours, qui ont plutôt abandonné la magie. Déjà jusque-là, on se dit
c'est vachement dommage, ça avait l'air super intéressant comme univers. Et puis on a cette histoire d'un personnage qui possède potentiellement des pouvoirs magiques, et puis ils essaient de faire revenir leur père avec une pierre du phénix, mais comme ils n'ont pas assez de pierre de phénix, ou en tout cas qu'ils n'ont pas réussi à la contrôler, eh bien ils doivent aller en chercher une autre. Et du coup ils partent dans une aventure où ils vont assez loin, ils retrouvent un petit peu les racines de la magie, etc. Bref, le schéma narratif est, je trouve, beaucoup trop vu et revu. Et c'est bien ce qui m'a gêné pas mal. Et surtout que c'est un Pixar qui n'a pas grand-chose et qui a des problèmes de film Disney à être un petit peu cynique et à être un petit peu... je désamorce toutes les scènes un petit peu sérieuses qu'on me propose. C'est pour moi un mauvais Pixar. Ça reste pas un mauvais film, hein. Je pense que malgré tout c'est un film qui se regarde très bien, mais c'est dingue d'avoir vu autant de films Pixar et d'arriver à un film comme celui-là. J'ai l'impression de voir un voyage d'Arlo, à savoir un film dont on se fout mais complètement quoi. Du coup en avant pour moi, c'est non. Alors ensuite, j'ai vu une autre série, mais celle-là je l'ai vue sur énormément de temps, c'est juste que je l'ai terminée dans ces derniers mois. Le nom de cette série en français ne donne vraiment pas envie. Ça s'appelle FBI Duo très spécial. En anglais, elle s'appelle White Collar. Ici, en France, on l'appelle FBI Duo très spécial, sûrement pour vendre sur le nom FBI quelque chose, puisque il y a FBI Porté Disparu qui a son grand succès, et du coup, il fallait forcément vendre une autre série de ce genre-là. Alors, c'est pas du tout le même univers que FBI Porté Disparu, etc. Ça reste une série qui passe le soir à la télé et que du coup qu'on regarde comme ça sans forcément réfléchir, mais il y a quelque chose en plus. Alors certains diront qu'on retrouve ça dans pas mal de séries, mais en l'occurrence... on est autour de deux personnages, Peter Burke et Neil Caffrey, qui sont des personnages qui sont hauts en couleur, qui ont beaucoup de choses à nous raconter, et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu au final dans cette série. Et je tiens à souligner une chose, alors là du coup c'est énorme spoiler pour ceux qui aimeraient voir la série, donc je mets un timecode ici, le spoiler commence maintenant. Enfin non, pas le spoiler tout de suite, mais juste avant le spoiler, sachez que c'est une série comique. C'est une série qui est là juste pour faire rire et un petit peu de policiers, etc., d'enquête, etc. Mais majoritairement, c'est quand même une scène où on nous montre des personnages pour rigoler, etc. Et la série, donc maintenant, spoiler, la série se joue de nous en nous amenant à un dernier épisode qui vous déchire. Je crois que je me suis jamais autant fait avoir que dans une série comme celle-là, et pourtant j'ai vu Breaking Bad juste avant, mais Breaking Bad il est dans un genre, et du coup il garde ce genre tout au bout, tout le long de la série. Et là, White Collar, ça a réussi à me surprendre à son dernier épisode, mais à un point où je me suis dit, ils peuvent pas faire ça. Donc gros spoiler, je le dis, la série est toute gentille, le personnage se fait tirer dessus, il se fait tirer dessus, mais bon, on se dit c'est pas grave, de toute façon la série, il s'est déjà pris une balle dans la jambe, des trucs comme ça, bon, la série est super gentille, personne ne meurt, ils vont à l'hôpital et puis c'est bon. Scène suivante, on nous montre le cadavre du personnage, mais sorti du sac, etc. Et on voit les deux personnages principaux, deux des personnages principaux, Peter Burke et Mozzie, devant le cadavre de Neil Caffrey, avec le personnage de Mozzie qui balance un monologue en disant « Non mais il peut pas être mort, il aurait fait ça, et je suis sûr que c'est comme Kennedy, machin et tout », parce que c'est un peu un complotiste le personnage, et il nous balance plein de phrases comme ça, et de voir le personnage en détresse en train de se dire « C'est pas possible, il peut pas mourir », et très sincèrement en tant que spectateur, on se dit aussi « Ce personnage ne peut pas mourir ». C'est impossible pour une série de ce genre de tuer un personnage comme ça. Surtout que vraiment, c'est d'une manière peut-être même bête, la manière dont il meurt. Donc au final, j'ai pas pu retenir mes larmes parce que les personnages craquent complètement et le personnage meurt. C'est impossible de faire ça dans une série pareille. Surtout après 6 saisons, vraiment, je vous le dis, c'est juste que on passe 6 saisons à se marrer, à voir que c'est une série pour les gentils, tous les gentils, etc. Et au final, on détruit votre personnage principal.
mais froidement et d'une manière dont vous vous souviendrez toute votre vie. Et c'est bien ce qui m'a accroché au final et qui a fait que je me suis dit waouh, cette série m'a finalement offert quelque chose. Je pensais qu'au final, en regardant cette série, j'aurais pas grand chose à dire. Et puis il y a cet épisode final qui déjà a de super belles idées de mise en scène, hein. Le moment où justement on ouvre le sac de ce personnage pour voir qu'il est mort, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Et puis tout ce travelling arrière où on voit Peter Burke complètement craqué. Oh, punaise. J'en ai encore des frissons, c'est pour vous dire. Même si la fin, du coup, aurait peut-être dû rester comme ça, hein. On a une fin assez classique où le personnage, du coup, appelle son enfant de la personne qui est morte. C'est un petit peu cliché, mais en même temps, ça fonctionne ici, puisqu'au final, c'était un peu comme un père auprès de ce personnage. Et puis, qu'on apprend au final que, eh bien, c'est tout un stratagème qui fait que le personnage n'est pas mort. Au final, ça rassure, parce qu'on se dit, le ton de la série est gardé. Mais quelque part on se dit oh c'est dommage, vous étiez parti sur quelque chose d'assez brillant qui nous avait mis sur le fion, on peut dire ça, mais c'est pas déplaisant pour autant et rien que pour ça je retiendrai cette série toute ma vie. Je vous ne la conseille pas forcément parce que ça reste une série très télévisuelle, on va dire ça comme ça, très simple dans son exécution, même si l'évolution de ces personnages et ce qu'ils peuvent faire, notamment Peter Burke, eh bien c'est très intéressant. Mais je pense que c'est pas la série la plus dingue du siècle. Mais ce dernier épisode aura réussi à me détruire et je souhaitais en parler sur cette chaîne. Voilà. Allez, il me reste que 5 films et on enchaîne avec Voyage vers la Lune, le film original Netflix. Eh bien, malgré ses défauts, j'ai passé un meilleur moment que devant En Avant. Alors, je vais tout de suite passer les défauts tout de suite, qui sont... Eh bien, c'est très inventif visuellement dans sa première partie de film et du coup dans sa fin, mais pas du tout sur la Lune. C'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu dommage quand même. La série est vraiment très belle. On est devant un très beau Pixar, un très beau Pixar pendant le temps où ils sont sur la Terre, etc. Les décors sont magnifiques, l'animation est super cool, même très naturelle, ça fait très réaliste, tout en étant dans un style particulier. Mais après, quand on arrive sur la Lune, c'est vide, c'est tout coloré, il n'y a pas vraiment de décor, il n'y a pas vraiment de belles choses à l'écran, à part, il y a une belle animation, mais il n'y a plus rien en fond, comme s'ils avaient perdu du budget entre-temps. Mais pour moi, c'est le principal défaut de ce film, et peut-être le seul vraiment un petit peu gênant. Mais majoritairement, je trouve que c'est un meilleur Disney que les derniers Disney qu'on nous propose. On a des bonnes musiques, on a une histoire assez touchante, une histoire qui nous tient à cœur et qui fait qu'on a envie de suivre les personnages, notamment la petite fille qui a perdu sa mère, qui aimerait retrouver, on va dire, une des promesse de sa mère vers la Lune en y allant avec une fusée. C'est peut-être un petit peu facile dit comme ça, mais elle va finir par y arriver et c'est ça qui est très beau et au final l'histoire qui se passe tout en haut de la Lune nous raconte plein de choses au final avec des personnages tout aussi attachants les uns que les autres. Chang'e est très cool, le personnage du petit bonhomme, enfin son frère est très sympa. La grenouille ne sert à rien par contre, mais ça après on n'y peut rien. Le lapin aussi est très cool, enfin les deux lapins sont très cool, hein. On a un petit aspect Looney Tunes aussi dans ces petits personnages. On a des musiques qui sont mais trop cool. Il y a la musique où elle arrive devant Chang'e, où Chang'e elle chante dans la grande scène, ça elle est super cool. La musique aussi où ils font du ping-pong, elle est super cool aussi. Et surtout, malgré tout, ça reste très beau, une très belle histoire qui m'a beaucoup entraîné, qui m'a beaucoup accroché et où la finalité me plaît. Ce côté, finalement, j'accepte de passer à autre chose. Il y a une thématique derrière qui, au final, est plutôt cool pour les enfants, qui est « va de l'avant ». Ne pense pas au passé et va de l'avant. Ce qui est d'ailleurs au final la même thématique dans En Avant, hein. C'est d'ailleurs le principe un peu du truc, hein. Mais ça marche beaucoup mieux dans Voyage vers la Lune que dans En Avant, je trouve. Bref, Voyage vers la Lune c'est un oui, En Avant c'est un non, et on va passer tout de suite au film suivant. Et le film suivant c'est Peninsula.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Peninsula? C'est parti. Alors, quand on a vu Dernier Train pour Busan, c'est sûr que forcément, la comparaison fait un petit peu souffrir. On est sur un film qui est bien moins tenu avec des personnages stéréotypés et qui le restent. On est sur un film qui nous bousille sa cohérence de zombies en permanence en les faisant courir à nos moments où on en a besoin et en les faisant marcher dans un autre moment. On a un film qui se fout de la physique complètement aussi. Et on a un film surtout qui surabuse des ralentis, des scènes mélodramatiques qui ne fonctionnent absolument pas. Et c'est tout le problème du film. Je crois que j'ai essentiellement énuméré les défauts qui sont beaucoup critiqués dans le film, notamment les effets spéciaux un petit peu pétés, les personnages stéréotypés, les instants mélodramatiques extrêmement présents et beaucoup trop puissants, beaucoup trop à fond dans leur truc et du coup on n'y croit pas une seule seconde. Scénaristiquement, ça commence super bien et finalement ça part dans tous les sens et c'est finalement pas super intéressant. Et puis le personnage principal qui est super badass mais qui n'arrive pas à balancer sa balle comme ça quand il doit le faire, notamment quand le personnage est en train de kidnapper une des filles devant ses yeux. D'ailleurs, les filles qui sont les seuls personnages un petit peu sympathiques du film et c'est bien dommage, on aurait bien aimé s'accrocher au personnage principal, c'est con. Mais ce film, je l'ai quand même un petit peu apprécié. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que le film reste malgré tout un petit défouloir. Le genre de film où on ressort en se disant c'était cool vite fait quoi, c'était cool. Les scènes de course-poursuite sont complètement dingues tout en ayant une physique de bagnole complètement débile. Et au final, on se dit devant ce film, en fait ce qu'on est en train de voir n'est pas réaliste et peut-être que c'est ce que veut nous présenter le film. Un film qui n'est pas réaliste du tout et qui l'assume jusqu'au bout. Alors est-ce que ça l'excuse? Je ne pense pas parce que justement c'est censé quand même être dans le même univers que Dernier Train pour Busan, mais on a malgré tout quand même une certaine sympathie pour ces scènes, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau de leur mise en scène, de leurs idées de combat, etc. tout autour de cette masse de zombies et des voitures qui fusent comme ça et toutes ces lumières dans cette ville complètement sombre. Bref, c'est pour le coup assez cool à regarder mine de rien. Et puis je dirais qu'il ne faut pas bouder son plaisir non plus dans la scène de la cage, de la scène de l'arène, de la scène de l'arène où les personnages doivent survivre au milieu de zombies et où à la fin les personnages complètement fous, le mec est complètement en train de danser avec des lumières, etc. C'est une scène ultra mémorable parce que justement il y a toute une idée folle autour de tout ça. Et après avoir vu cette scène complètement merveilleuse, je me suis dit attends, mais est-ce qu'il n'y a pas le même problème que dans Dernier Train pour Busan au final? Parce que, en fait, à y réfléchir, dans Dernier Train pour Busan, les scènes qui ne fonctionnent pas, c'est les scènes à l'extérieur du train. Notamment la scène dans la gare. La scène dans la gare du Dernier Train pour Busan ne fonctionne pas, notamment dans le fonctionnement des zombies. Là, dans la gare, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont super lents, alors que tout le long, ils sont super rapides. Et puis la scène à l'extérieur, où ils doivent s'enfuir sur le wagonnet, en marchant sur les rails, etc. Pareil, c'est une scène qui, en soi, dans la cohérence des zombies du film, ne fonctionne pas vraiment. Et comme Peninsula est un film qui se base essentiellement sur l'extérieur, les scènes qui sont à l'extérieur ne fonctionnent pas. En tout cas, dans la cohérence zombiesque, ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça justement que le film fonctionne dans les scènes d'intérieur et pas dans les scènes extérieures. Je me demande vraiment si c'est pas tout le problème de ce réalisateur, c'est qu'il n'arrive pas à faire fonctionner son intrigue dans les scènes extérieures, même si elles sont classe. Donc Peninsula, pour moi, pour résumer, c'est un film qui se regarde très bien, mais qui n'a pas la maestria du Dernier Train pour Busan à cause de ses énormes défauts, et notamment toute sa cohérence et tout son visuel un petit peu à la fois magnifique et complètement pété avec la physique de ces bagnoles qui, encore une fois... franchement, voyez le film pour vous rendre compte, mais c'est n'importe quoi. Voilà un rebord. Là, c'est la bagnole, elle est là, hop, elle fait ça. Vraiment, c'est vraiment ça. Et puis, les pas défoncés, les amortisseurs marchent très bien.
La physique des bagnoles est complètement pétée. Et les 3 derniers films, je vais en parler très vite parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire dessus, c'est Le Royaume de Gaoul pour commencer, un film sur des chouettes qui partent à la bataille, et c'est un des premiers films, on va dire, assez jeune public, hein, quand même, il faut le dire, c'est censé être un film assez jeune public, mais qui au final est extrêmement sérieux du début à la fin. J'ai pas vu une blague, ou en tout cas il y a un personnage qui est censé être drôle, ouais, qui est sympathique, mais qui est pas forcément un running gag dans le film. Du coup, on a toute une histoire de combat de chouettes avec des belles idées visuelles malgré tout, hein. Je vais pas non plus bouder mon plaisir devant. Peut-être un peu sombre le film, j'ai trouvé un peu sombre visuellement, hein, je parle, hein. Un peu sombre aussi dans sa dans ce qu'il parle, hein, mais majoritairement voilà visuellement. Donc voilà, Royaume de Gaoul, un film d'animation assez ancien qui est sympathique, hein, vraiment, hein. Je pense qu'il n'est pas assez connu, je pense qu'il mérite quand même d'être vu par pas mal de gens, donc je vous le conseille un petit peu. Et les 2 derniers films, c'est les Charlie's Angels 1 et Charlie's Angels 2. Des films clairement qu'on pourrait appeler de pas prise de tête, mais qui sont surtout un petit peu concons, hein, il faut le dire. On peut avoir une certaine tendresse pour ces films, mais après, pour ma part, j'ai pas été le plus réceptif à ce genre de film. Le 2 est vraiment con, a vraiment étiré des blagues sur la longueur qui sont pas si drôles que ça, des effets spéciaux un petit peu pétés aussi, des personnages qui sont un peu, un petit peu attachants à la limite, mais un petit peu lourd aussi, et où surtout au niveau scénario tout s'enchaîne à une vitesse où parfois on se dit je comprends pas comment on passe d'une scène à l'autre, ça n'a aucun sens, et c'est comme ça. Mais bon, il y a des gens qui apprécient parce que ce sont des films d'action un peu bébêtes, parce que ce sont des films qui voilà, comme disent certains, te débranchent ton cerveau, même si je déteste cette expression. Bref, Charlie et ses drôles de dames 1 et 2, ouais, si vous voulez, allez, faites-vous plaisir, mais c'est pas dingue quoi. Voilà, j'en ai terminé avec les films et les séries que j'ai vus ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu ou si je vous ai donné envie de voir une de ces séries ou un de ces films dont j'ai parlé. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour soutenir un petit peu la chaîne. Du coup, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et puis du coup, moi je vous dis salut.